Veil, merci d'avoir choisi le Morning pour vous informer. Voici les titres à la une de l'actualité ce matin. La zone euro retient toujours son souffle. Hier, le contact a été rétabli à Bruxelles, mais les Grecs sont arrivés sans proposition écrite. Une nouvelle date butoir pour un accord a été annoncée pour ce dimanche. Autre négociation qui se prolonge, cette fois sur le nucléaire iranien. Les 6 grandes puissances et l'Iran reportent une nouvelle fois la signature d'un accord à vendredi. Et puis la crise des migrants en Europe s'attaque au tunnel sous la Manche. En 10 jours, 2 réfugiés sont morts alors qu'ils tentaient de s'introduire dans des trains ou des camions de transport pour rejoindre l'Angleterre. Ces intrusions viseraient également les véhicules de particuliers. Et puis France Télé lance ce mercredi une vaste campagne de pub contre le racisme et l'antisémitisme. Campagne insolite pour combattre ce fléau à coups de shampoing ou de purificateur d'ambiance. Les images à suivre. Enfin, ce cri d'alarme, ce sera le chien ou moi. Les disputes de couple sont multiples. À qui le tour de le sortir? Pourquoi fait-il pipi au milieu du salon? Et mon mari n'a 2 yeux que pour son chien. Restez avec nous, ce sera en fin d'émission. Bienvenue à tous. L'avenir de la Grèce va probablement se jouer dans les prochains jours. Réunis hier au sommet à Bruxelles, les pays membres de la zone euro se sont donc donnés jusqu'à dimanche pour tenter de s'accorder sur un plan d'aide. Une aide susceptible de maintenir au sein de la monnaie unique une Grèce au bord de l'effondrement économique. Myriam Aman. Les réunions de mardi à Bruxelles n'ont donné lieu à aucun accord et pour cause, aucune proposition d'Athènes n'a été officiellement formulée. Pour les partenaires européens, il faut aller vite. La Grèce a jusqu'à jeudi soir pour soumettre ses propositions. Jusqu'ici, j'avais évité de parler de date butoir, mais ce soir, je dois dire haut et fort que la date butoir définitive est la fin de cette semaine. Les propositions grecques seront étudiées par l'Eurogroupe samedi, puis soumises dimanche à l'examen des chefs d'État et de gouvernement, non pas des 19 pays de la zone euro, mais bien des 28 membres de l'Union européenne. La France ne ménagera pas ses efforts pour éviter une sortie de la Grèce de la zone euro. La France ne ménagera pas sa peine jusqu'au bout pour chercher un accord. Après, c'est la responsabilité. Responsabilité des Grecs, je l'ai dit, responsabilité des pays de la zone euro. Dimanche donc, un accord doit être trouvé. La chancelière allemande a tenu à rappeler qu'Athènes ne doit pas dicter le ton à l'ensemble de l'union monétaire. Le débat général aujourd'hui était très sérieux, très clair. Il est évident que nous respectons les résultats d'un référendum d'un pays. Mais il y a aussi 18 autres pays où il y a un débat politique. Une décision sur l'euro, c'est une décision des 19. De son côté, le Premier ministre grec s'est montré prêt à un effort, mais il a rappelé qu'il a désormais le peuple grec derrière lui. La Grèce continuera à faire des efforts. Ayant la preuve que le peuple grec se tient de notre côté, la grande majorité veut un accord viable qui mettra fin au discours et aux propos d'un Grexit et qui nous donnera des perspectives pour une sortie de crise. Dimanche, tous les scénarios sont possibles, y compris la rupture des discussions et la sortie de la Grèce de la zone euro. La Commission est prête à toutes les éventualités. Nous avons un scénario de Grexit préparé dans les détails. Nous avons un scénario pour un plan humanitaire d'aide. Et nous avons même un scénario, c'est celui que je préfère, pour traiter le problème maintenant en gardant la Grèce en tant que membre de la zone euro. En attendant que les membres de la zone euro se prononcent sur un projet d'accord, la Banque centrale européenne assurera jusqu'à dimanche la liquidité minimale pour la Grèce. Et on prend tout de suite la direction de Bruxelles où on retrouve notre correspondante Eleonore Feydoul. Bonjour. Les Grecs sont une nouvelle fois arrivés hier sans proposition concrète. Aucun document écrit n'a été présenté aux dirigeants européens. Alors comment comprendre cette nouvelle défilade grecque? Est-ce la poursuite de la stratégie de négociation jusqu'au boutiste du gouvernement Tsipras? Alors en tout cas, le Premier ministre grec est apparu particulièrement confiant hier, détendu, souriant à son arrivée, en d'autres termes, renforcé par le non au référendum de dimanche.
renforcée aussi par le soutien du Fonds monétaire international. Tsipras qui veut mettre la question de la restructuration de la dette sur la table, un sujet esquivé jusqu'ici par la plupart des dirigeants. Par contre, pas de cash sans réforme structurelle, c'est la condition posée par l'Europe. Et du cash, il en faut pour rembourser les créanciers, mais aussi pour débloquer les banques, payer les fonctionnaires et les retraites. C'est donc au tour de Tsipras de se plier aux demandes européennes s'il veut obtenir de l'argent. Alors le fait nouveau est que l'Allemagne est prête à accorder un bref et sans doute dernier sursis à la Grèce. Alors sur le fond, malgré son rôle de méchant flic de l'Europe, Angela Merkel accepte l'idée retenue par tous les économistes, à savoir qu'il faut sauver la Grèce pour sauver l'Europe. Alors l'Allemagne et la France ont décidé depuis le départ, depuis ces derniers jours, de parler d'une même voix, et ce malgré leurs différences d'opinion. Hier, François Hollande et Angela Merkel ont tous deux parlé de responsabilité, de solidarité et de rapidité. La chancelière allemande reste plus dure, mais elle s'aligne avec son homologue français. Hollande, qui l'a répété hier, il ne faut pas croire qu'une sortie de la Grèce de la zone euro ne coûterait rien à l'Europe. Angela Merkel prend sans doute conscience des enjeux économiques, mais surtout politiques et géopolitiques d'une sortie de la Grèce, de la zone euro. Alors, dernier point à souligner, Éléonore, c'est Jean-Claude Juncker qui a admis pour la première fois hier qu'une procédure de sortie de la Grèce de la zone euro est actuellement en coulisses en train d'être préparée à Bruxelles. À quel point cette option reste sérieuse ? Alors le président de la Commission a même indiqué après le sommet hier soir qu'un scénario détaillé pour une sortie de la Grèce de la zone euro était sur la table au cas où, tout en précisant qu'il était toujours contre ce Grexit. Mais ce ne sera pas facile pour Athènes et ses partenaires européens de se mettre d'accord sur de nouvelles mesures. Alexis Tsipras ne peut pas aller contre la voix du peuple qui a voté non aux dernières mesures budgétaires proposées. Le peuple grec qui n'en peut plus de l'austérité. Et puis de l'autre côté, il y a les dirigeants européens qui demandent des mesures structurelles, des propositions sérieuses, crédibles, en échange d'un nouveau programme d'aide. On peut dire que le feuilleton grec est donc loin d'être terminé. Merci beaucoup depuis Bruxelles, Éléonore Fédoul. Et justement, on s'arrête un instant sur cet homme, Jean-Claude Juncker. Il avait fait de la réconciliation avec la Grèce son combat personnel. Il avait été ulcéré par le volte-face des Grecs après l'annonce de ce référendum. Alors, qui est ce personnage devenu le symbole des institutions européennes? Son portrait signé Marie Peter. Un CV politique à 12 étoiles. Jean-Claude Juncker est un euro-optimiste forcené, habitué de longue date des arcanes du pouvoir européen. Grand architecte du traité de Maastricht, Premier ministre du Luxembourg pendant 20 ans, président de l'Eurogroupe pendant 8 ans. En juin 2014, peu avant sa désignation à la tête de la Commission européenne, il confiait sa vision de l'Europe à la chaîne Euronews. Je crois que la principale vertu, la principale qualité de l'Europe, c'est la tolérance. Et c'est l'intérêt que nous devons avoir les uns pour les autres. L'Europe, c'est aussi l'amour des autres. Car depuis des mois, c'est en tant que président de la Commission européenne qu'il a jeté toutes ses forces dans la bataille pour un maintien de la Grèce dans le giron européen. Et ceci avec un certain sens de la formule. Au grec que j'aime profondément, il ne faut pas se suicider parce qu'on a peur de la mort. Une belle maxime qui n'a pas convaincu le peuple grec. Juncker nous dit de ne pas choisir le suicide par peur de la mort. Mais c'est lui qui prépare notre mort. Faux, rétorque Jean-Claude Juncker. Ce mardi encore, il a plaidé contre le Grexit devant les députés européens. Jeter la Grèce hors de l'Union monétaire ou même hors de l'Union européenne n'est pas quelque chose que nous voulons, ni quelque chose que nous devons souhaiter. Car un Grexit serait un peu son échec, tant il s'est investi personnellement, allant jusqu'à s'épancher à la tribune après l'échec des négociations le 29 juin dernier. Je suis profondément affligé, attristé, je me sens un peu trahi. Parce qu'on prend insuffisamment en compte mes affaires personnelles. Affligé, trahi, Jean-Claude Juncker défend pourtant inlassablement les charmes de l'Europe auprès d'Athènes. Les effusions avec le Premier ministre grec ne sont pas feintes et l'humour est la marque de l'amitié. La phrase est volée, mais Jean-Claude Juncker a bien dit « Venez dans la chambre des tortures » et ceci, tout sourire. Une familiarité avec les grands de l'Europe que seul un homme politique respecté de tous peut se permettre. Personne ne se rebiffe quand le président de la Commission européenne critique une ou deux cravates, distribue des bisous sur le crâne, voire des petites claques plus ou moins affectueuses.
Des images officielles tournées en Lettonie le 28 mai dernier qui ont défrayé la chronique. Pourtant, les leaders européens ne bronchent pas, ni le Premier ministre hongrois, ni le ministre luxembourgeois des Affaires étrangères, ni Alexis Tsipras. S'il y a encore un pilote dans l'avion Europe, c'est bien Jean-Claude Juncker. Voilà, et on tente de mieux cerner ce personnage avec vous, Myriam. D'abord, un mot sur cette dernière affaire Juncker. Il est question de téléphone. Effectivement, alors Jean-Claude Juncker, il a l'habitude de défrayer la chronique dans les couloirs de la Commission européenne et avant ça du Parlement depuis plus d'une vingtaine d'années aujourd'hui. Eh bien, le dernier élément, c'était ces reproches, ces rumeurs qui montaient du Parlement européen et qui lui reprochaient d'être constamment occupé par son téléphone portable pendant cette session si importante sur la Grèce. Eh bien, Juncker, il prend le micro et il leur répond à ses journalistes et à ses députés. Je suis en texting avec le Premier ministre grec, comme on dit en franglais. Je travaille avec Tsipras, affirme-t-il. Laissez-moi sauver la Grèce en silence. Alors, en quelques mots, la méthode Juncker, c'est quoi ? La méthode Juncker, c'est beaucoup d'affection, des claques distribuées à droite, à gauche, et puis c'est aussi savoir manier le bâton, à savoir qu'hier, pour la première fois, Jean-Claude Juncker a expliqué qu'au sommet de ce dernier sommet de l'Europe sur la Grèce, eh bien, on avait envisager dans le détail le scénario d'un Grexit avec même, dit-il, des mesures d'accompagnement. Et si Jean-Claude Juncker en vient à manier le bâton, eh bien c'est, on peut le dire, parce qu'il est quasiment désespéré, parce que c'est avant tout l'homme du dialogue et l'homme du compromis. La méthode Juncker depuis 25 ans, c'est coûte que coûte maintenir ce dialogue avec les dirigeants européens de tous bords, plus à droite, plus à gauche, salant que lui-même a la fibre social-démocrate chevillée au corps, eh bien lui coûte que coûte veut continuer à parler avec les Grèces, avec Alexis Tsipras, dit-il, mais aussi avec les citoyens grecs avec lesquels il affirme s'entretenir chaque jour. On souligne, un dernier point, que Juncker, c'est aussi une certaine idée de l'Europe qu'il défend à bras-le-corps depuis des années. Effectivement, et si depuis quelques semaines on décrit Jean-Claude Juncker dans plusieurs éditoriaux comme l'homme blessé de l'Europe, ce n'est pas pour rien. C'est parce que cet homme, il a en effet l'Europe qui est chevillée au corps. Et pas seulement par son engagement politique qui est absolument aujourd'hui hors de doute pour tout le monde, ce n'est pas pour rien qu'il est apprécié de tous les bords politiques, de droite comme de gauche, mais également à cause de sa famille. Il a son père qui était engagé de force dans la Wehrmacht, et du coup pour lui le plus jamais ça, et cette construction, cette idée de l'Europe pour éviter une nouvelle guerre, pour créer une nouvelle identité qui dépasse les conflits nationaux et territoriaux, eh bien, il y croit dur comme fer. Seulement, Jean-Claude Juncker, eh bien, il va devoir, et c'était le défi, il l'a annoncé lors de sa prise de fonction fin 2014, donner un nouvel élan à cette Europe, redonner vie à l'idée européenne. Et pour ça, il va falloir quitter la direction élitiste pour pouvoir incarner à nouveau un rêve européen que cette fois-ci, les peuples peut-être partagent davantage plutôt que d'être tirés en avant et de venir à considérer qu'il s'agisse de la France ou de l'Allemagne aujourd'hui, l'Europe comme un boulet plutôt que comme un moyen de propulsion en avant sur le chômage et la croissance. Merci beaucoup Myriam. Et autre protagoniste de cette crise grecque, c'est évidemment Angela Merkel. Alors même si le ton reste ferme, elle a accepté hier un nouveau sursis aux Grecs. On s'arrête sur le rôle que joue la première puissance européenne dans ces négociations. La chancelière allemande n'a cessé d'exprimer le ras-le-bol des Allemands qui ne veulent plus payer pour les mauvais élèves. Julia Garantia. Angela Merkel, chancelière de fer, en casque à pointe en une de Bild. Depuis le référendum en Grèce, peu de journaux allemands trouvent un sens positif au nom grec. L'hypothèse d'un Grexit fait la une de la presse outre-Rhin. Le 22 juin, Bild lançait un sondage pour ses internautes. Sans surprise, les Allemands se prononçaient à 88% pour le Grexit et à 93% contre toute aide supplémentaire à la Grèce. Car dans la rue aussi, la crise grecque est sur toutes les lèvres. Nous devons vraiment trouver une solution. Soit la Grèce décide de rester dans l'Union européenne et à ce moment-là, ils acceptent toutes les conditions, ou alors ils disent « nous sortons de l'Europe ». Nous allons devoir attendre pour voir ce que l'avenir nous réserve et ce que l'avenir réserve à la Grèce. Le tabou a sauté. Les Allemands qui, avant le référendum, se demandaient si une sortie de la Grèce de la zone euro était possible, semblent aujourd'hui convaincus qu'elle est inévitable, voire souhaitable. L'évolution du langage d'Angela Merkel le confirme. Désormais, la ligne de l'Allemagne est que mieux vaut un Grexit qu'une zone euro dont les règles ne seraient pas respectées par ses membres. L'option de nouvelles négociations avec la Grèce reste sur la table, mais aujourd'hui, au vu des résultats du référendum, les conditions pour entamer des discussions sur un éventuel programme d'aide ne sont pas réunies.
Berlin se montre pour l'instant ferme à l'égard d'Athènes, refusant de négocier une restructuration de la colossale dette du pays. Cette renégociation est pourtant une condition posée par le gouvernement grec pour trouver un accord avec les créanciers du pays. Ce mardi, le ministre de l'économie et vice-chancelier allemand Sigmar Gabriel réaffirme qu'une éventuelle discussion sur un allègement de la dette grecque n'est pas envisageable avant la mise en œuvre de réformes par Athènes. Je suis souvent agacé par ce que le gouvernement grec a fait. Mais une partie de la vérité, c'est que la misère n'est pas de leur faute. C'est plutôt au gouvernement précédent, à l'élite économique et politique de porter la responsabilité. Ils ont pillé le pays et ce qui doit être dit, c'est que l'Europe a assisté à ça pendant longtemps et n'a rien dit. Entre la Grèce et l'Allemagne, le divorce semble donc prononcé. Alors qu'à Athènes, le gouvernement affirme être désormais en position de force pour négocier avec les Européens, les Allemands pensent exactement l'inverse. Pour nombre d'entre eux, il n'y a plus rien à négocier, si ce n'est la sortie de la Grèce de la zone euro. Et voilà ce que l'on pouvait dire ce matin de ce dossier grec. À Vienne se poursuivent toujours les discussions sur le nucléaire iranien, alors que la date d'hier avait été annoncée comme la nouvelle date butoir. Eh bien, les discussions sont à nouveau prolongées, au moins jusqu'à vendredi. Explication Ariane Ménage. Tout devait se terminer ce mardi, mais les négociations des 5+1 avec l'Iran se poursuivront au moins pendant 2 jours. De son côté, Téhéran ne mentionne même plus de date butoir précise. Une extension des négociations pour éviter un échec des discussions, alors que la question du nucléaire iranien empoisonne les relations internationales depuis près de 12 ans. Nous reculons la date butoir. Je vous ai dit il y a plus ou moins une semaine, nous comprenons cette date de manière flexible. Cela veut dire que nous prenons le temps, les jours dont nous avons encore besoin pour finaliser un accord. C'est toujours possible, même si nous rentrons dans des discussions difficiles. Certains dossiers en particulier compliquent la signature d'un accord. Selon Sergueï Lavrov, le chef de la diplomatie russe, la question de l'embargo sur les armes imposées à l'Iran depuis 2010 fait notamment partie des points noirs des négociations. Les Occidentaux exigent un accord qui leur permettrait de contrôler étroitement le programme nucléaire iranien en échange de la levée des sanctions. Ici encore, l'accord pose problème. L'Iran souhaiterait en effet la levée immédiate des sanctions qui pèsent sur le pays, alors que les Occidentaux penchent en faveur d'un processus progressif et donc réversible, au cas où Téhéran ne tiendrait pas ses promesses. S'agissant de la France, nous insistons en particulier sur les limitations nécessaires en ce qui concerne la production nucléaire et la recherche, en ce qui concerne bien sûr les sanctions et puis leur rétablissement s'il y avait violation des engagements pris, et également ce qu'on appelle la possible dimension militaire. Autre rencontre qui pourrait être déterminante dans les prochains jours, Vladimir Poutine devrait rencontrer Hassan Rouhani le 9 juillet. Une rencontre pour discuter d'une éventuelle coopération militaire en marge des discussions de Vienne. Et on prend tout de suite la direction de Vienne. On retrouve notre envoyé spécial, Léa Berdugo. C'est désormais officiel, les négociations vont être prolongées pour plusieurs heures ou plusieurs jours, selon les termes de la chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini. Alors en réalité, une nouvelle deadline a été fixée par les États-Unis avec ce report du gel des sanctions américaines qui pèsent sur Téhéran de 2 jours jusqu'au vendredi 10 juillet. Une source européenne nous confiait même que les Américains envisageaient de poursuivre les négociations jusqu'au dimanche 12. Alors vous savez que pour être applicable, cet accord doit être ratifié par le Congrès américain avant le 9 juillet, date des vacances parlementaires. Si ce n'est pas le cas, les deux parties devront attendre 2 mois avant que l'accord soit effectif. Merci Léa. Et puis dernière question sur ce dossier, comment les habitants de Vienne voient-ils passer ce balai diplomatique incessant? Reportage sur place de nos équipes. Les négociations sur le nucléaire iranien semblent bien loin des préoccupations des Viennois. Le palais Cobourg et l'espace aménagé à quelques mètres pour les journalistes constituent un microcosme inconnu pour les habitants de la capitale autrichienne. Je pense que les Autrichiens ne s'intéressent pas tellement aux négociations. Ce qui les concerne plus, ce sont les difficultés dans les transports que cela implique, les rues bloquées ou l'interdiction de traverser. De toute façon, tout le monde pense que les deux parties se sont déjà mis d'accord avant même les négociations, ni plus ni moins.
Vienne revêt cependant un autre visage au cours de ces négociations, une sécurité renforcée, des médias présents en masse. Pour certains Autrichiens, ces discussions sont cruciales car elles pourraient bien faire jurisprudence. Je pense que c'est un sujet intéressant qui concerne tout le monde, pas seulement les pays directement concernés tels que l'Iran. Je pense aussi que cela pourrait changer les politiques sur le nucléaire partout dans le monde si nous avions un exemple nous montrant comment agir face à un pays qui n'est pas tout à fait transparent quant à ses intentions de développer un programme nucléaire. Au-delà des aspects sécuritaires et politiques, le côté financier est également à prendre en compte. Ces négociations entraînent un tourisme d'un genre particulier mais qui rapporte gros. Des délégations en provenance de nombreux pays ainsi que plus de 500 journalistes ont investi Vienne. Autant de sources financières pour la capitale autrichienne. Et puis je vous le disais en titre, la crise des migrants en Europe s'attaque cette fois au tunnel sous la Manche. Hier matin, un migrant est décédé une nouvelle fois alors qu'il tentait de s'introduire dans un train pour rejoindre l'Angleterre. Betsabé. Oui, à l'aube hier, après que plusieurs migrants ont été détectés sur un train de marchandises dans le tunnel, la police aux frontières est intervenue et elle a découvert un migrant érythréen décédé. Une enquête a été ouverte et un drame qui en cache un autre. Il faut comprendre que chaque jour, de nombreux migrants tentent d'emprunter ce tunnel pour rejoindre bien sûr l'Angleterre. Ils se glissent dans les camions, ils se glissent dans les trains, parfois même à pied, avec déjà du coup des victimes. Comme le 26 juin dernier, un migrant érythréen lui aussi a trouvé la mort en essayant de monter sur un train en marche. Résultat, il a été projeté sur un pylône en béton et on estime que chaque année, entre 2 et 15 migrants perdent la vie dans ce passage forcé vers l'Eldorado britannique. Avec ce nouveau phénomène aussi, celui des intrusions en masse. Et oui, de véritables assauts. Le week-end dernier, par exemple, environ 150 migrants ont tenté de s'introduire sur les quais d'embarquement du tunnel à Calais. Des migrants qui sont aussi bien des femmes, des hommes, mais aussi des migrants très très jeunes. Et à Eurotunnel, on explique, les migrants cherchent par tous les moyens à traverser la Manche. Nous subissons des tentatives d'intrusion tous les soirs. Et pour cause, Canel, le tunnel à Calais, c'est la dernière étape vers l'Eldorado. Écoutez. C'est le dernier obstacle à franchir. Calais, Coquelles sont le dernier obstacle à franchir avant d'atteindre leur Eldorado. Donc tous les risques sont pris pour réussir à rejoindre l'Angleterre. La situation est donc toujours extrêmement tendue, de plus en plus de tentatives d'intrusion et de plus en plus de migrants. Voilà, c'est très tendu puisqu'il y a une attente en fait de plusieurs milliers de migrants, des proportions qui rappellent tristement celles de Sangatte, ce centre d'accueil qui a été fermé par Nicolas Sarkozy en 2002. Alors des mesures sont prises ici et là, par exemple sur l'A16, la vitesse était déjà limitée à 110 km/h. Elle a été déjà abaissée à 90 km/h maintenant en raison des nombreux passages de migrants sur les voies. Et puis l'accès à la rocade qui mène au port est en train aussi d'être protégé par des grillages sophistiqués. Ça rappelle les enclaves espagnoles. Et puis on notera dans d'autres régions des mesures encore plus chocs, comme dans le sud, ces tests osseux sur mineurs qui ont été annoncés par le député républicain Éric Ciotti, président du Conseil général des Alpes-Maritimes. Donc l'objectif de la mesure, vérifier l'âge des migrants qui sont interpellés près de la frontière franco-italienne. Pourquoi l'âge a-t-il son importance ? Parce que les jeunes migrants sont automatiquement reçus par la France. Alors des tests osseux, ça a quand même de quoi secouer les consciences, mais le député a déjà préparé son argumentaire, empêcher en fait que les filières de passeurs n'exploitent ce filon et ne séparent les mineurs de leur famille. Une pratique qui quand même, on a l'impression, est déjà bien ancrée puisque depuis début juin, déjà 170 migrants isolés mineurs ont été recueillis par les infrastructures spéciales pour les jeunes. C'est autant que pour l'ensemble de l'année 2014. Voilà, et un test osseux, c'est une radio de la main finalement. C'est une radiographie, qu'ils vont faire pendant les 4 heures pendant lesquelles ils retiennent les migrants. Merci beaucoup, Betsabé. Les résultats du bac 2015 sont tombés hier, vous le savez. Alors pour certains, et c'est la majorité d'entre eux, cela signifie la fin du cycle scolaire, la délivrance. Et pour d'autres, le désespoir ou peut-être la chance d'obtenir le rattrapage. Julia Ganantia. C'est la précipitation vers les listes affichées, un joyeux désordre entre angoisse et excitation. Certains crient, d'autres pleurent ou affichent un sourire jusqu'aux oreilles. Moi je l'ai avec mention assez bien. Et voilà, c'est un moment historique un peu quoi. Il y a ça. Mais...
voilà quoi, c'est un passeport pour après, on va dire. Je suis venue voir les résultats du bac avec ma sœur et ce soir on va fêter ça en famille avec les parents, tout ça, donc ça va être sympa. Après s'être serrés dans les bras, beaucoup sortent leur téléphone portable pour partager la nouvelle sur les réseaux sociaux. Mais les plus soulagés dans tout ça, ce sont peut-être les parents d'élèves. Mon fils a eu le bac et c'est beaucoup d'émotions parce que c'est une histoire un peu de famille en fait. Tout le monde est très pris par ce genre d'épreuve. Donc avoir le bac, c'est aussi avoir le bac pour tout le monde. Les candidats dont la moyenne est égale ou supérieure à 8 mais inférieure à 10 passent les oraux de rattrapage jusqu'à vendredi. Et une session de remplacement est organisée en septembre pour ceux qui n'ont pas pu passer les épreuves en juin. Au lycée Georges Brassens à Paris, le taux de réussite est quasiment de 100%. Les élèves sont passés, il y en a un de recalé, mais les autres, oui. Donc ça va flirter avec les 99% de réussite, ce qui est bien, gratifiant et je suis très content pour eux, pour leur avenir. Cette année, 685 000 candidats étaient inscrits à l'examen. Le taux de réussite avoisine les 79%. Manuel Valls l'avait promis, la lutte contre le racisme et l'antisémitisme ont été déclarées grande cause nationale 2015 et France Télé lance aujourd'hui une campagne de pub décalée pour sensibiliser les téléspectateurs. Rudy, vous avez les images. Oui, c'est une campagne qui démarre donc aujourd'hui, qui va durer jusqu'au 14 juillet, date symbolique. Pour combattre les clichés racistes et antisémites, France Télé a fait appel à un auteur qui travaille habituellement pour Canal+. L'idée, c'est de présenter à la manière d'une pub 4 produits du quotidien qui aideront tout à chacun de se débarrasser de ces préjugés racistes. Alors je vous propose de découvrir le shampoing. Le shampoing, c'est Loventis, donc c'est l'un des 4 spots diffusés à partir d'aujourd'hui. Livraison sushi, bonjour, bonjour. 25,30 €. Pas de sushi, pas de sushi. Hein? Ah mais en fait t'es raciste. Et t'as vraiment les cheveux mais dégueulasses. Marre des pellicules et des pensées racistes? Passez au nouveau shampoing 2 en 1 des laboratoires Loventis. En pénétrant directement votre cuir chevelu, le shampoing 2 en 1 des laboratoires Loventis élimine jusqu'à 99% des pellicules et des préjugés racistes. Depuis que je me suis débarrassé de mes pellicules et de mes idées racistes, je me sens bien dans ma tête et mieux dans mes cheveux. Les produits miracles contre le racisme, évidemment, ça n'existe pas. Face à ce mal qui nous divise, Voilà, on parle de fraternité. Alors ça, c'est le shampoing. Il y aura aussi le purificateur d'ambiance, la ceinture abdominale et les céréales. Une campagne que le responsable événementiel de France Télé, David Jaoui, a voulu choc, drôle. Il s'est inspiré en fait du succès du film Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Tout à fait. Est-ce que combattre les préjugés racistes par le biais de l'humour, c'est la bonne méthode finalement? Est-ce que ça va marcher? L'humour reste toujours la meilleure méthode pour faire passer des idées, surtout lorsqu'on s'adresse aux jeunes. Et cette campagne est vraiment utile. Il suffisait de lire, je me suis baladé sur un site, un jeuxvideo.com qui s'adresse aux jeunes, et voilà ce que vous pouvez lire. Je ne vous ferai pas de commentaires, vous pouvez lire tout seul, vous pouvez comprendre comment l'ancrage de ces clichés racistes et antisémites est fort dans la jeunesse. Il s'affiche à l'écran, évidemment, beaucoup de gens réagissaient par rapport au nom de la personne qui s'occupait de cette campagne, donc un certain David Jaoui, et donc on voit vraiment le travail qui reste à parcourir et l'utilité de cette campagne. Voilà, ça démarre aujourd'hui pour une semaine sur toutes les chaînes et les sites internet de France Télé. Merci beaucoup, Rudy. À suivre, après un nouveau journal, on reparle évidemment de ce vol inquiétant sur le site militaire de Miramas dans les Bouches-du-Rhône. C'est un stock d'explosifs qui a été volé, contenant notamment 150 détonateurs et des grenades. Alors, piste du grand banditisme ou piste terroriste, on voit ça après un nouveau journal. Restez avec nous, le point sur l'actu, c'est avec Hélène Urvel dans 2 minutes. Retour sur le plateau du Morning, on s'excuse pour les travaux derrière nous, voilà, c'est le direct, mais on s'habitue tous les matins. La grille de la saison prochaine est en train d'être travaillée. Allez, direction tout de suite le sud d'Israël et le village de Oura. Plus exactement, 6 hommes, des Bédouins, viennent d'y être arrêtés pour soutien à l'État islamique. Plusieurs d'entre eux sont professeurs et instituteurs qui avaient en tête de partir en Syrie. Reportage sur place, Shai Ben Ari avec Julia Galantia.
Nouveau cas de citoyens israéliens essayant de rejoindre le groupe terroriste de l'État islamique. Les autorités israéliennes viennent d'annoncer que 6 bédouins vivant dans le sud du désert du Negev ont été arrêtés, soupçonnés d'apporter leur soutien à l'État islamique. 5 d'entre eux sont d'ici, la ville de Houra, une communauté bédouine sédentaire et établie depuis 1989. Les 6 hommes sont membres éloignés de la famille Abou Al-Kayan, une des plus connues de la ville pour être celle qui prend le plus part au rassemblement en faveur de l'État islamique. 3 membres prévoyaient même de rejoindre les rangs des combattants terroristes en Syrie. Ce n'est pas la première fois que des Israéliens tentent de rejoindre l'État islamique. La plupart de ceux arrêtés font partie du corps enseignant. Les représentants officiels de l'école se sont méfiés de nos caméras et ont refusé toute déclaration. Même dans le bâtiment du conseil municipal où le drapeau israélien flotte, nous ne sommes pas la bienvenue et les officiels font profil bas. Ceux qui ont osé nous parler ont fermement condamné toute affiliation à l'État islamique. Comment un adulte, qui plus est éducateur avec un esprit mature et qui doit servir d'exemple, peut-il en arriver à ce stade-là? Nous envoyons nos enfants à l'école pour qu'ils puissent recevoir une bonne éducation et qu'ils ne soient pas poussés vers l'extrémisme et le radicalisme. C'est inacceptable. Face à cette vague d'arrestations, le ministre de l'Éducation lui-même affiche une extrême fermeté. Il s'agit de terrorisme éducatif. Ces gens ont profité de leur autorité en tant qu'enseignants pour reprendre leur idéologie terroriste à leurs élèves. Des terroristes ne seront jamais enseignants au sein de l'État d'Israël. Un membre de la famille Abou Al-Kayan nous a déclaré hors caméra que les allégations n'étaient que suspicions. Malgré cela, un enseignant local avec qui nous avons pu nous entretenir affirme que le soutien à l'État islamique dans la région est un phénomène grandissant et inquiétant. Bonjour Ali Waken, notre spécialiste du monde arabe. Je vais vous poser la question qu'on a entendue dans ce reportage. Comment un adulte responsable, enseignant de surcroît, peut se laisser charmer par les appels de l'État islamique avec cette idéologie barbare, terroriste? 2 points barbares pour commencer. Julia a défini la famille en tant que famille, mais il s'agit d'un tribu qui compte quelques milliers de personnes, dont une partie de ce tribu vit à l'autre côté de la frontière avec l'Égypte, dont un des membres de cette famille est un militant très connu de l'État islamique. Donc il y a déjà des relations familiales entre les deux côtés, il y a des relations familiales entre des membres connus et des dirigeants de l'État islamique et les citoyens bédouins qui habitent au Negev. Ça c'est un point. Deuxième point, il faut comprendre, il ne s'agit pas, c'est pas la première cellule que le Shin Bet, que le service de sécurité israélien découvre auprès des Arabes. Récemment, on a entendu parler en Galilée aussi de 5 ou 6 personnes qui ont été arrêtées pour suspect d'être recrutées dans la ville arabe israélienne de Sakhnin. De Sakhnin, exactement. Ouais. Et la famille entière qui a quitté père, mère et les 3 enfants pour aller direction la Syrie pour aller rejoindre. De quelle appartenance politique, idéologique et religieuse sont les Bédouins qui vivent en Israël? Bon, on ne peut pas parler de la Bédouin dans un même ensemble, Barbara. Il y a une bonne partie des Bédouins qui sert dans l'armée israélienne et ils sont condamnés, ils sont critiqués par une bonne partie des Arabes israéliens pour servir dans l'armée israélienne. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, il y a le noyau dur de l'État islamique. Il est fondé sur les Bédouins du Negev. Le dirigeant, le numéro 1 du mouvement islamique en Israël est un Bédouin du Negev. Donc, il y a les deux extrêmes. Une bonne partie qui sert dans l'armée, une deuxième partie qui dirige les mouvements islamistes. Mais Barbara, les Arabes en Israël, y compris les Bédouins, ils voient Al Jazeera, ils voient les chaînes arabes, ils voient les réseaux sociaux dans lesquels se trouvent ces dirigeants, ces militants de l'État islamique qui essaient de recruter. Alors, dernière question, et c'est peut-être la particularité, je ne sais pas, vous allez me répondre, est-ce que c'est attrait pour Daesh qu'ont les Arabes israéliens, qu'ont les Palestiniens, un rapport quelconque avec le conflit israélo-palestinien, avec la lutte pour la cause palestinienne? Là aussi, 2 petites remarques. Pour la première fois, la semaine dernière, Daesh a mentionné le nom de l'État d'Israël et qui va mener une campagne contre l'État d'Israël. De l'autre côté, Daesh a averti le Hamas qu'il va supplanter le Hamas et essayer de mener le djihad contre l'État d'Israël et contre les infidèles palestiniens à partir du territoire de la bande de Gaza. Donc notre région, et essentiellement Israël et l'autorité palestinienne, deviennent dans l'ordre de priorité, rentrent dans les ordres de priorité de l'État islamique. Merci beaucoup, Ali Waket.
Les forces spéciales françaises ont éliminé l'un des chefs d'Al-Qaïda au Maghreb, Hakmi. Il s'agit d'un Malien qui avait été relâché en échange de l'otage français Serge Lazarevic. 2 soldats français ont été blessés lors de cette opération. Joseph Emmanuel. C'est une figure importante d'Hakmi qui vient d'être éliminée au Mali. L'opération est signée par les forces spéciales françaises présentes dans le pays. Ali Agouado-Séné était recherché depuis longtemps et l'opération s'est déroulée ce dimanche en fin d'après-midi dans la région de Kidal, l'une des grandes villes du nord du Mali. Des combats dans lesquels 2 militaires français ont été blessés et 2 terroristes tués en plus du chef malien. Il était l'un des responsables opérationnels d'Hakmi dans la zone. L'armée française se félicite de ce nouveau coup dur porté au groupe armé terroriste dans la région du Sahel. Ouado Séné était l'un des 2 djihadistes Touaregs relâchés le 9 décembre 2014 par le Mali en échange de la libération de l'otage français Serge Lazarevic, enlevé par Hakmi en 2011. Il était également l'organisateur présumé de cet enlèvement. Sa libération avait été critiquée à l'époque par des ONG et différents partis politiques maliens. Le président Ibrahim Boubacar Keïta avait alors promis que le terroriste ne serait jamais absous. Une promesse tenue grâce à l'intervention française. Et le colonel Gilles Jaron a indiqué que le pronostic vital des 2 militaires français n'était pas engagé. Des militaires faisant partie des quelques 3000 hommes de l'armée française présentes dans 5 pays de la région. Une présence dans le cadre de son opération Barkhane. La France continue son combat contre le djihadisme au Sahel. Un combat démarré il y a bientôt 1 an. Et on poursuit par ce vol inquiétant sur le site militaire de Miramas dans les Bouches-du-Rhône. C'est un stock d'explosifs qui a été volé, contenant notamment 150 détonateurs et plusieurs grenades. Alors les malfaiteurs se sont emparés de ce matériel très dangereux dans la nuit de dimanche à lundi. Le parquet a ouvert une enquête. Depuis Paris, on retrouve notre envoyé spécial Julien Baloul. C'est l'affaire qui inquiète le ministère de la Défense ici à Paris. Des dizaines de matériels explosifs et de grenades volés sur un site militaire à Miramas dans le sud de la France, près de Marseille. Une enquête interne a actuellement lieu afin de comprendre comment un tel vol a pu avoir lieu. L'hypothèse d'une complicité interne n'est pas à exclure. L'enquête devra également permettre de comprendre pourquoi un tel événement a-t-il eu lieu. 2 hypothèses. Tout d'abord celle du grand banditisme, c'est-à-dire des personnes qui volent des explosifs afin de commettre plus tard des cambriolages. L'autre hypothèse bien plus inquiétante, celle de terroristes qui voudraient commettre de nouveaux attentats sur le sol français. Et quand on sait que la France est à son plus haut niveau de protection du plan Vigipirate, l'affaire a de quoi inquiéter. Elle montre une nouvelle fois peut-être les défaillances des services de sécurité français. Et bonjour à Pierre Martinet, vous êtes spécialiste du terrorisme, ancien membre des forces spéciales et de la DGSE. Alors on vient de l'entendre, 2 pistes, grand banditisme ou terrorisme. À votre avis, laquelle faut-il privilégier à ce stade? Voilà, c'est un peu compliqué. À ce stade, c'est difficile de privilégier l'une ou l'autre. En revanche, ce qui est très inquiétant, c'est l'aspect sécuritaire de nos points sensibles, qui n'est pas du tout, au top. C'est très inquiétant. Précisément, oui. On prend des mesures après, alors qu'on est dans la gestion et pas dans la prévention. Alors évidemment, c'est la question qu'on est en droit de se poser ce matin. Comment un site militaire avec du matériel aussi dangereux peut-il être à ce point accessible? Est-ce que de manière générale, les sites militaires en France sont suffisamment protégés? On sait par exemple qu'il n'y avait même pas de caméra de surveillance sur ce site de Miramas. Oui, c'est ça, il n'y avait pas de caméra de surveillance. Les grillages, théoriquement, sur des zones sensibles, il y a des grillages de double grillage avec parfois des chiens, comme on l'avait chez nous. Non mais là, on ne sait pas quoi dire, quoi. C'est quand même assez inquiétant, très inquiétant, d'autant plus que les gens dormaient, d'autant plus qu'ils ont pu visiter plusieurs bâtiments et repartir tranquillement. Et ce qui est très inquiétant, c'est surtout les détonateurs qui ont été volés et qui peuvent servir après de mise à feu pour de l'explosif plutôt artisanal et avec les grenades et les quelques plats de plastique. Ça, c'est vraiment très inquiétant. Alors, et évidemment, ce qui s'est mis dans la main d'islamistes. Alors justement, très concrètement, Pierre Martinez, ces détonateurs, ces grenades volées pourraient servir à quoi? On fait quoi avec ce genre de matériel?
Alors, il y a plusieurs possibilités. Soit effectivement, on a là avec des détonateurs et des pannes plastiques, ils ont la possibilité de faire sauter une porte de camion blindé ou une porte de banque. Enfin, en revanche, avec des grenades également, ils sont capables. Et après, la deuxième hypothèse, c'est que ça peut servir également de chaîne de mise à feu pour de l'explosif de circonstance, ce qu'on appelle des IED, pour faire des dégâts plus conséquents. Et ça peut être mis dans une voiture, ça peut être mis n'importe où, avec de l'explosif qu'on fabrique assez facilement maintenant. Merci beaucoup pour ces explications, Pierre Martinet. Allez, un mot de sport également dans cette édition avec cette information. Le FC Sochaux passe sous pavillon chinois. C'est désormais officiel. Après plusieurs mois de pourparlers, le club est devenu le premier en Europe à être détenu à 100% par une société chinoise, Rudy. Ce rachat marque aussi la fin de l'ère Peugeot pour Sochaux. Oui, absolument. Alors c'était lundi dans la salle de presse du stade Bonal, bien connu des supporters de Sochaux. Denis Worb, le désormais ancien président, passait le relais aux nouveaux actionnaires. Nouveaux actionnaires, c'est le PDG de TechPro Technologie Développement, une entreprise chinoise spécialisée dans l'éclairage à LED. On écoute le PDG. J'espère que les employés du club vont rester car ils ont beaucoup d'expérience. Ils connaissent bien le club et on va pouvoir partager nos points de vue et nos idées. Ce sera bon pour le club, une situation gagnant-gagnant. Voilà, en filigrane et en mandarin, on a bien compris l'idée de ne pas effrayer les supporters, les salariés du club et le football français, car même si le club de Sochaux est en Ligue 2 depuis quelques saisons, enfin remonte et descend constamment, le FC Sochaux, c'est l'un des clubs historiques du championnat de France, fondé par les ouvriers de Peugeot il y a de ça 90 ans. Le stade Bonal est d'ailleurs à quelques mètres de l'usine Peugeot. C'est le FC Sochaux qui passe sous pavillon chinois. C'est une page de l'histoire du foot qui se tourne, mais aussi un symbole de l'industrie. D'ailleurs, le lion de Peugeot a été remplacé par un autre lion qui ne fait plus penser à la marque. À la marque Peugeot, peut-être un lion aux allures chinoises. On vient de l'apercevoir sur l'écran. C'est pas le premier club en France à être racheté par une entité étrangère. Oui, la France a longtemps été un grand village gaulois qui résistait, contrairement à l'Angleterre, à tous les investisseurs venus du monde entier. Et puis, en quête de moyens, le foot français s'est peu à peu ouvert à ces investisseurs. Le premier, on le voit sur le PSG avec le Qatar, Monaco avec un homme d'affaires russe, et puis il y a eu Lens avec des investisseurs venus d'Azerbaïdjan. Voilà aujourd'hui les places du football français qui n'appartiennent plus à des propriétaires français. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le championnat de France est devenu attractif? Pas du tout. Pas du tout. Par exemple, en France, le PSG, justement, depuis son rachat, survole le championnat. Il n'y a plus de suspense. Et puis, au niveau européen, impossible de faire mieux qu'un quart de finale de Ligue des Champions. La vraie raison de ces rachats, elle est surtout politique, elle est économique. D'ailleurs, si on regarde l'exemple de Sochaux, le DUS, donc c'est l'entreprise chinoise qui a racheté pour 7 millions d'euros les actifs du club, dit vouloir investir, donc faire grandir le club. Mais surtout, l'idée derrière ce rachat, c'est de montrer son savoir-faire. Vous voyez le stade Bonal, eh bien, elle fabrique des éclairages en LED et elle va refaire tous les éclairages en LED du stade de Sochaux pour montrer son savoir-faire sur le marché français et sur le marché européen. Et il n'y a pas que pour les marques, il y a aussi les pays comme le Qatar qui investissent dans l'idée de racheter une image de marque, un patrimoine. Le Qatar avec Paris, c'est associé à l'image du luxe, à l'image de la culture. C'est pour ça que dans la même catégorie, on pourrait penser à des clubs comme Reims et à des clubs comme Bordeaux, deux places fortes de l'industrie viticole française et deux places de prestige. Le problème que soulèvent tous ces rachats, c'est que ça peut créer un championnat à deux vitesses avec des clubs très forts, avec beaucoup d'argent venu de l'extérieur, et puis des clubs qui font avec les moyens du bord. Donc c'est un fossé qui se creuse, on le voit avec le PSG, 3 fois champion de France, et puis qui peut aussi creuser la tombe de l'intérêt du championnat de France. Ça va forcer les clubs à aller chercher forcément des capitaux ailleurs qu'en France aussi? À partir du moment où il va falloir s'aligner sur ce qu'a déjà fait le PSG et Monaco, etc., il va falloir aussi pour des clubs comme
Marseille sortir des frontières françaises avec des capitaux qui viennent d'ailleurs, même si Marseille est détenu par un Suisse, enfin par Robert Ludwig qui était suisse, il n'empêche que c'est des clubs qui essayent de fabriquer leur argent avec ce qu'ils ont dans le championnat de France et non pas de l'argent venu d'ailleurs. Donc là, la règle change et donc on arrive vraiment à un championnat de vitesse. Et pour qu'il y ait de l'intérêt, pour que les clubs se battent pour les premières places, il va falloir absolument ramener des capitaux de l'étranger pour avoir des grands joueurs et redevenir attractif et donc retrouver un peu de suspense. Voilà, faute business et politique. Merci beaucoup, Rudy. À suivre après un nouveau journal, un an après le conflit entre Israël et le Hamas, nous nous rendrons dans le kibbutz de Nahal Oz à la frontière avec la bande de Gaza. Étonnamment, vous allez le voir, de nouvelles familles ont choisi de s'y installer cette année. Explication après un nouveau journal avec Hélène Orveil. Et on est de retour sur le plateau du Morning. Merci d'être avec nous. Le dernier conflit entre Israël et la bande de Gaza a démarré il y a tout juste un an. Une guerre qui allait durer plus de 50 jours et compter de nombreuses victimes. Maël Benoliel s'est rendu un an plus tard dans le kibbutz israélien de Nahal Oz, à la frontière avec Gaza. Regardez. Des tunnels comme celui-là, Tsahal en a détruit une trentaine durant l'opération Bordure Protectrice. Un an après, ils sont devenus le symbole de la dernière confrontation entre Israël et le Hamas. Pour Tsahal, il s'agit même d'un trophée de guerre. Nous avons trouvé ce tunnel, nous l'avons étudié, nous y faisons des entraînements et puis on y amène tous ceux à qui l'on veut montrer, comme la presse, quel investissement bizarre fait le Hamas de son argent, à la place d'en faire profiter son peuple. Et c'est aussi conserver quelque chose qui fait désormais partie de notre histoire. Conservé comme pour ne pas oublier. Le 14 juillet au soir, si je me souviens bien, 13 terroristes sortent d'un tunnel comme celui-là près de la localité de Soufa. Des terroristes lourdement armés de missiles anti-chars, d'armes à feu automatiques, dans l'unique but de s'en prendre à des innocents, de les tuer ou éventuellement de les kidnapper. Il fallait agir. Et c'est ainsi qu'Israël, pour la troisième fois en à peine 6 ans, procède à une opération militaire dans la bande de Gaza. Un choix par défaut si l'on en croit ce capitaine de Tsahal. Nous avons un seul intérêt et il est clair, c'est de vivre notre vie dans le calme et la sérénité. Malheureusement, notre ennemi ne nous laisse pas le choix. Nous serions heureux de pouvoir donner aux habitants chaleureux de cette région le calme qui leur revient. Parce qu'à l'extérieur de ce tunnel, nous pouvons voir la beauté de cette région avec tous ces paysages. Une région rurale dans laquelle se trouvent de nombreux villages agricoles. Des kibboutz qui se situent pour certains à quelques centaines de mètres seulement de la bande de Gaza, que certains ont préféré quitter après les affres de la guerre, mais que d'autres ont rejoint dès que celle-ci a pris fin. C'est le cas de Tom. Ce père de famille n'a pas hésité longtemps avant de s'installer ici, à Nahal Oz, avec sa femme et leur enfant en bas âge, pour y faire construire leur nouvelle maison. Des inquiétudes, bien sûr qu'il y en a. Si je vous disais maintenant que je n'ai pas peur ou que ma femme n'a pas peur ou que nous n'avons pas peur pour notre fille, vous ne me croiriez pas. Tu ne peux pas ne pas être inquiet, mais on ne laisse pas ces inquiétudes diriger notre vie. De toute façon, nous vivons en Israël, donc à partir du moment où tu vis en Israël, tu sais très bien, malheureusement, et même si j'espère que ça changera, que tu vis dans un pays qui n'est pas le plus sûr du monde. À quelques encablures de là, l'une des nombreuses positions de Tsahal. L'armée israélienne surveille de façon continue cette région, soumise aux menaces permanentes venant de l'enclave palestinienne. Pour ce lieutenant, ce n'est même qu'une question de temps avant le prochain cycle de violence. La situation est calme, mais c'est un calme trompeur. Nous savons très bien qu'il se prépare pour le prochain tour. Personne ne croit que nous y sommes arrivés, après Bordure Protectrice, et que nous en avons terminé avec le Hamas. Donc nous nous tenons prêts, comme toujours. Il y a un an, quasiment jour pour jour, débutait l'opération Bordure Protectrice. Depuis la fin de celle-ci, un calme précaire s'est installé dans la région. Un calme qui pourrait déboucher sur une nouvelle tempête dans les mois à venir. En tout cas, dans Tsahal, on se tient prêt à toutes les éventualités.
Et il n'y a pas que les villages frontaliers avec Gaza qui sont menacés par les missiles. Direction tout de suite la petite localité de Kadesh Barnea à la frontière égyptienne. Cette fois, les habitants doivent désormais faire avec une nouvelle menace, les missiles tirés depuis le Sinaï. Maxime Pérez. Ezouz, un oasis aux portes de la péninsule du Sinaï. Une quinzaine de familles résident dans ce village coupé du monde, réputé pour sa vue imprenable sur le désert du Negev. Une vie paisible que les combats en Égypte sont venus perturber. En attendant les touristes, c'est l'armée israélienne qui a pris ses quartiers à Ezouz. Pas de quoi changer les habitudes d'Ourik Fir, l'un des patrons des lieux. Au volant de sa Jeep qui ferait le bonheur des collectionneurs, cet amoureux du désert nous emmène dans son petit paradis. Ses chambres d'hôtes pouvant accueillir jusqu'à 200 personnes. L'an passé, la guerre à Gaza avait ruiné la saison estivale. Au quotidien, on ne ressent pas spécialement les tensions et on continue de recevoir des visiteurs. Qu'il y ait autour de nous des voisins agités, ce n'est pas nouveau. Le Moyen-Orient n'est pas réputé pour son calme, notre petite région en particulier. Un flegme qui tranche avec Kadesh Barnea, à une dizaine de kilomètres plus au nord. Dans cette localité agricole, collée à la nouvelle clôture de sécurité, les risques d'infiltration terroriste sont une préoccupation quotidienne. Les forces égyptiennes sont pourtant déployées à quelques mètres des champs agricoles du village. C'est aussi à ce prix que le conflit dans la péninsule du Sinaï ne déborde pas en territoire israélien. De facto, les forces égyptiennes ont créé une sorte de zone tampon à notre frontière. J'espère qu'on a passé le plus dur. Nos voisins égyptiens sont forts, souverains sur l'ensemble de leur territoire. Ce pays n'est pas en train de se disloquer. Je crois que quand l'armée égyptienne aura fini son travail, on retrouvera la vie très tranquille qu'on avait jusqu'à maintenant. Depuis quelques jours, Hamid Vered multiplie les réunions de travail avec l'armée et les autorités locales. Où se déployer et accentuer la surveillance? Quelle route contourner pour éviter les embuscades? La situation dans le Sinaï oblige à tout repenser sur le terrain. Mais quand l'armée israélienne est mobilisée, tout devient plus facile. Globalement, on est beaucoup plus protégé qu'en période de calme. Bizarrement, je me sens beaucoup plus en sécurité quand il y a des tensions. Du fait de la présence assez imposante de l'armée dans le secteur. Les serres de Kadesh Barnea se trouvent provisoirement en zone militaire fermée. Le secteur, jugé trop proche de la frontière, sert désormais à des unités du renseignement militaire. Elles ont déployé ce ballon d'observation au-dessus de la localité. Malgré ces tensions, la frontière israélo-égyptienne est restée ouverte, à l'instar du point de passage de Nitzana, où circulent des marchandises. Jusqu'ici, l'attaque la plus proche menée contre les forces de sécurité égyptiennes s'est déroulée à environ 7 km de ce poste frontière. Pour enrayer toute menace venant des djihadistes du Sinaï, Tsahal mise avant tout sur une coopération discrète mais efficace avec l'armée égyptienne. Voilà, il est temps de jeter un coup d'œil aux grands titres des journaux de la presse du Moyen-Orient ce matin. Maurice, on démarre par ce coup de filet dans les rangs du Hamas par l'autorité palestinienne. Effectivement, Barbara, depuis le 2 juillet dernier, plus de 200 membres du Hamas ont été arrêtés et torturés en Cisjordanie par les forces de sécurité palestiniennes. L'agence de presse palestinienne Mahan cite un des leaders du Hamas dans la bande de Gaza qui accuse l'autorité palestinienne de tout simplement vouloir éradiquer l'organisation en Cisjordanie. À Ramallah, un responsable de la sécurité palestinienne admet une centaine d'arrestations de membres du Hamas. Et en Égypte, on revient ce matin sur les liens entre l'État islamique et le Hamas précisément. Effectivement, le quotidien égyptien Independent reprend les propos d'un officier israélien du renseignement qui affirme que l'attaque lancée la semaine dernière dans le Sinaï par l'État islamique avait pour objectif d'aider le Hamas à reconstruire ses filières de trafic d'armes. Des remarques, souligne le quotidien égyptien, qui font suite aux allégations, c'est le terme utilisé, du gouvernement israélien affirmant que le Hamas entraîne et soigne les insurgés du Sinaï. Des accusations israéliennes rejetées par le Hamas qui affirme qu'il s'agit d'une tentative pour nuire aux relations du groupe islamiste avec l'Égypte. Voilà, et un an après le conflit à Gaza, Tsahal conseille d'alléger le blocus sur la bande de Gaza. C'est ce que nous apprend le Haaretz israélien ce matin. Oui, Haaretz titre sur cette information, des officiers de l'état-major israélien proposent au ministre de la Défense d'ouvrir les frontières entre Israël et la bande de Gaza. Les Gazaouis pourraient se rendre à l'étranger, travailler dans les localités avoisinantes de la bande de Gaza et le passage des marchandises devrait être facilité. Selon Haaretz, ces mesures
mesures permettront d'atténuer les critiques internationales contre le blocus imposé par Israël. Et puis l'agence de presse iranienne Fars News nous apprend que la Turquie pourrait intervenir dans les combats en Syrie. Oui, et les Iraniens sont inquiets. Ils observent des mouvements de l'armée turque qui concentre des blindés et des troupes le long de la frontière avec la Syrie. Selon l'agence de presse iranienne Fars News, les forces turques pourraient ainsi prêter main forte aux terroristes, entendez les rebelles, pour reprendre le contrôle de la ville d'Alep. Voilà, et la presse turque revient elle aussi sur l'avancée de l'État islamique. Effectivement, avec un autre angle, dans ce contexte, le quotidien turc Hurriyet révèle la visite en Turquie du conseiller d'Obama pour la lutte contre l'État islamique. Les Américains souhaitent utiliser les bases aériennes turques pour bombarder les positions de l'EI, mais les Turcs posent une condition, la création d'une zone de sécurité et d'une zone d'exclusion aérienne. L'État islamique, il faut le dire, avance et menace de repousser les forces de l'armée syrienne libre de leur position dans le nord de la Syrie. Voilà, et on termine par Presse TV, la télé d'État iranienne qui revient sur les négociations sur le nucléaire iranien. Oui, avec une révélation du négociateur iranien Abbas Araghchi qui affirme à la télévision iranienne qu'une entente a été trouvée pour la levée des sanctions économiques et financières. Ces sanctions devraient être levées avec l'application de l'accord, a-t-il dit. Pour les autres types de sanctions, entendez l'embargo sur les armes. Abbas Araghchi exige toujours la simultanéité, mais une formule pourra être trouvée, a espéré le négociateur iranien. Araghchi souligne également qu'aucun deadline n'est sacré. Nous sommes disposés à poursuivre les négociations à Vienne aussi longtemps que cela sera nécessaire, a-t-il dit. Merci Maurice. Et il y a un an exactement, l'été était difficile pour les Israéliens. On l'a dit, leur quotidien était rythmé par les alertes, mais en plein conflit avec Gaza. Nous nous étions rendus sur les plages de Tel Aviv où le contraste était surprenant. Les gardiens des plages, c'est un reportage d'Ethan Haddock. Si les cas de noyade demeurent très rares, c'est aussi grâce à ce genre d'exercice mené ici par les sauveteurs Eli et Guy sur cette plage de Tel Aviv. Mais le traumatisme d'une noyade peut parfois paradoxalement déclencher une vocation. J'ai commencé le sauvetage à l'âge de 5-6 ans. Nous étions à la pêche avec mon frère jumeau à la plage des Voyeurs et on a commencé à se noyer, mais vraiment se noyer. Un pêcheur a sorti mon frère, un sauveteur m'a sauvé. Je crois que ce jour-là, à l'âge de 5-6 ans, j'ai commencé à vouloir devenir sauveteur. En fait, je crois que la vie est étrange. Regarde, nous sommes assis ici à la plage des religieux. À côté, il y a une autre plage réservée aux chiens et plus loin les gays et les lesbiennes. Tout ça dans quelques mètres carrés de plage, ça veut tout dire. On l'a dit, hyperactive, la ville de Tel Aviv, poumon économique d'Israël, exhibe son front de mer sur plusieurs kilomètres où se pressent plus de 8 millions de baigneurs chaque année. Entre farniente et ambiance tourbillonnante, poussée par la chaleur méditerranéenne, c'est sous le regard concentré de ces maîtres nageurs que nous découvrons le reflet insolite d'une population éclectique et contrastée, où les extrêmes se rencontrent sans toujours se mélanger. Juifs orthodoxes, gays, arabes, musiciens et jeunes branchés, ici même les chiens ont leur plage de référence. Tous ensemble et chacun sa plage, lorsque communautarisme ne divise pas dans une ville qui fait de la tolérance et la diversité sa devise. Sur la plage voisine, séparée par une palissade, la foi aussi est de mise. Et pour cause, nous retrouvons une plage dédiée aux personnes religieuses. Jour impair pour les hommes, pair pour les femmes. Pudeur oblige. L'observance religieuse est un facteur de vigilance supplémentaire pour tout but. C'est un public discipliné, mais il a un problème de méconnaissance de la natation du fait de leur obligation envers la loi religieuse, suivant laquelle le père enseigne à l'enfant, non pas à un maître nageur.
En plus, les femmes se baignent habillées, ce qui les alourdit et complique la nage. Le rapport de proximité avec le public vaut au doyen des maîtres nageurs de Tel Aviv une certaine célébrité locale. Il s'appuie sur le code vestimentaire pour identifier les brebis égarées. Tu peux voir leurs vêtements par famille. Regarde leurs bonnets, les bonnets rouges, ce sont des sœurs, tu comprends, et elles s'habillent de manière uniforme. Et tu vois que c'est une même famille. Madame au bonnet noir avec la petite fille, rapprochez-vous de la plage, vous voyez que vous êtes en difficulté. Si proche et si lointaine, la plage voisine, tout aussi colorée, est dédiée aux gays. Tel Aviv est classée aujourd'hui comme l'une des villes les plus gay-friendly du monde. Je ne sais pas si elle nous est dédiée ou si nous nous en sommes emparés. Je ne sais pas. Nous sommes un peuple conquérant, non? Mais on y voit aussi de belles femmes. Pas grave. Ah bon? Je sais pas, je n'ai pas remarqué. J'essaye d'être libéral envers les hétéros. Oui, ils viennent, que faire? On ne peut pas tout. Jeu du hasard ou résultat de la volonté de tolérance de la ville, dans les mêmes anses sont accolées les plages mixtes, des religieux orthodoxes, des gays et même une réservée aux chiens. J'ai toujours trouvé drôle qu'on ait pris tous les extrêmes et qu'on les ait mis ensemble. Les chiens accolés aux gays, ça me fait toujours rire. Je suis même surpris que les homos puissent avoir des chiens avec leurs odeurs. Dans cet environnement sururbanisé, c'est à la plage dite des chiens que se retrouvent les meilleurs amis de l'homme, pour se défouler et apprendre à nager. Mais attention ici, le service des secouristes n'y est pas assuré. Voilà, et à suivre, il sera question de chien, précisément avec ce cri d'alarme, ce sera le chien ou moi. On en parle avec un nouveau journal, après un nouveau journal avec Eleonore Veil. Sur le plateau du Morning, merci d'être avec nous. On est mercredi. Aujourd'hui, c'est la sortie des films de la semaine. Avec vous, Laetitia, il faut aller voir quoi aujourd'hui? Eh bien, le nouveau Michel Gondry. On commence avec ça. Ça s'appelle Microbe et Gasoil. C'est une ode à l'enfance, les aventures débridées de deux ados un peu à la marge, le petit Microbe et l'inventif Gasoil. Alors, vous allez le voir, ils vont inventer un véhicule tout à fait loufoque pour éviter de passer leurs 2 mois de vacances avec leurs parents. Et puis, ça donne ça en image. On regarde tout de suite. Bonjour, excusez-moi, j'ai été transféré en 4e 3. Va t'asseoir à côté de cette jeune fille. J'en ai marre qu'on m'appelle Microbe depuis 2 ans. Tu sais tes dessins, t'es nu. Mais moi je trouve super ces dessins. Non mais excuse-moi, je te promets on reparlera plus de ta sexualité. Tu pues l'essence, Gasoil. Laisse tomber. Les caïds des récrés sont les victimes de demain. T'as jamais rêvé d'avoir une indépendance absolue? Aussi loin que tu veux sans avoir à rien demander à personne? On se fabrique une voiture. Qu'est-ce que tu vois? Une maison. Et là? Une maison avec des roues. Exactement le clip. Maman, ça se place, j'ai sur mon lit à bouffer ça dans les enfants, mon whisky quant à moi. Les flics! Mais j'ai dû dormir dans la gouttière où j'ai eu un flash. La route, on la prend, on la rend pas. À nous la liberté. On vit dans le passé. On essaye de pousser jusqu'à Nemours. J'en ai marre de pousser! Pour être mon ami, il faut avoir une sacrée indépendance d'esprit. Vu ma cote de popularité. Je peux pas rester ici. Il y a un poster de Shakira juste au-dessus de mon lit. Shakira. On se tire tout de suite. Qu'est-ce que t'attends, vas-y. High five! Je fais pas de high five, c'est vulgaire. Voilà, Gasoil et Microbe. C'est un retour aux sources. Microbe et Gasoil. Microbe et Gasoil. C'est un retour aux sources pour Gondry en tout cas. C'est vrai que le dernier Gondry, L'écume des jours, n'avait pas forcément été un carton, en tout cas au box-office et critique aussi. On retrouve tout de même Audrey Tautou qui visiblement est sa muse, une équipe réduite, des comédiens débutants aussi et une mise en scène comme à son habitude intimiste, du bricolage. Et Michel Gondry a puisé dans ses souvenirs pour construire cet univers autour de ces deux ados, puisqu'on le comprend très rapidement.
finalement Microbe, eh bien ça serait l'équivalent d'un Michel Gondry plus jeune. C'est ça. Allez, on passe à l'autre film que vous nous conseillez ou pas. Vous allez nous le dire ce matin après Cannes et la polémique. Amy Winehouse sort en salle. Voilà, le film choc, le documentaire, choc sur le destin tragique de la chanteuse britannique morte à 27 ans d'une overdose d'alcool et de drogue après une carrière fulgurante. C'est un documentaire qui nous présente une Amy Winehouse comme on ne la connaissait pas, une Amy Winehouse qui se cachait. C'est réalisé par Asif Kapadia. Il remonte le temps. Il explore le génie musical et reconstitue finalement le puzzle d'une vie très cloisonnée. On regarde ça tout de suite en images. Singing has always been important to me, but I never thought I'll end up singing, I'll be a singer. I just thought I'm lucky that it's something I can always do if I want to. I'm so lucky like that. I felt like I had nothing new that was coming out at the time that really represented me or the way I felt. So I just started writing. I wouldn't write anything unless it was directly personal to me, just because I wouldn't be able to tell the story right. I'm not a girl trying to be a star or trying to be anything other than a musician. How big do you think you're going to be? I don't think I'm going to be at all famous. I don't think I could handle it. I would probably go mad, you know what I mean? I would go mad. Is it hard to know whether you can trust? Voilà pour ce portrait. On réagit comment à cette sortie en salle? On se souvient que l'entourage d'Amy Winehouse n'avait pas du tout aimé, et de là la polémique. Tout à fait. Alors le film est sorti déjà en Grande-Bretagne, a fait un carton, 750 000 entrées dès la première semaine. Du côté des proches de la chanteuse, eh bien oui, comme vous le dites, c'est partagé. Son producteur, qui était très proche d'elle, Mark Ronson, a qualifié le film de respectueux. Il a trouvé ça très bien que les paroles des chansons dont Amy est l'auteur aient été sous-titrées pour qu'on les lise et qu'on comprenne le génie qui se cachait derrière ce petit bout de femme. Les réactions de Mark Ronson donc pour Amy diffèrent totalement de celles du père de cette dernière, Mitch Winehouse, qui avait menacé de poursuivre les producteurs du film pour l'avoir dépeint comme absent pendant les dernières années de sa vie et donner l'impression que la famille n'était pas là. Pour autant, il a tout de même abandonné les poursuites par la suite. D'accord. Dernier film qui sort aujourd'hui, vous avez gardé le meilleur pour la fin, c'est Magic Mike qui revient. Barbara et Betsabé, je m'adresse à toutes les deux les filles, puisque voilà, Magic Mike est de retour en mode XXL. Alors il y a 3 ans, dans le premier volet de ce film sur des stripteaseurs, eh bien Magic Mike avait renoncé à sa vie de stripteaseur. Eh bien voilà qu'il revient avec tous ses copains pour une ultime compétition de striptease. Allez, on regarde. I got a little treat for y'all tonight. We're gonna see if he still got some magic in that mic. Tomorrow, start the pilgrimage to Myrtle Beach for the convention. I wish we had known you guys back in our day. Well, I'd say it's still your day, man. I mean, if this really is our last ride, what if we make up some new routine? This game is evolve or die. Are you ready to be worshipped? Are you ready to be exalted? What are we? We're like healers or something. Yes, man. Oh, yeah.
Bon, les deux mémés du plateau sont pas franchement intéressés. J'étais toute contente que vous aimiez ça. C'est peut-être pas notre truc, mais vous avez mais alors, non, parce que c'est effectivement, si on voit pour la première fois ces images, effectivement, on peut se dire encore un film, voilà, de danse. Mais en fait, c'est un film. Le premier volet de ce film avait été réalisé par Soderbergh. Il n'y avait pas seulement Channing Tatum que l'on retrouve là, mais il y avait aussi Matthew McConaughey, et c'était une quelques images. C'était une réelle surprise, puisque c'est pas seulement des gros biscottos et des muscles saillants, c'est aussi des danseurs extrêmement talentueux, et c'est des personnalités aussi tout à fait touchante. Et puis je trouve que c'est quand même tout de même une évolution dans le cinéma de voir finalement les hommes tomber la chemise. On a vu jusqu'à présent beaucoup de femmes dans le rôle de stripteaseuses dans les films, qui sont d'ailleurs des films dont on se rappelle et qui sont devenus des classiques. Et là voilà, les hommes aussi ont leur classique de striptease au cinéma, avec un scénario qui, croyez-moi, tient complètement la route. On parlera demain d'ailleurs de femmes et d'hommes dénudés au cinéma. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Laetitia. Retour à Tel Aviv, on part à la découverte d'une tendance qui n'a pu vous échapper si vous vous rendez sur place. Le nombre de chiens par habitant dépasse tous les records dans cette mégalopole, mais la mairie s'en accommode. Reportage signé Benjamin Le Souef. Ils sont partout. De toutes les tailles, de toutes les espèces, dans les restaurants, aux terrasses des cafés, à la plage comme à la ville, en toutes circonstances, les chiens arpentent la ville blanche. Accompagnés de leur maître qui ne saurait se passer de leur compagnon à quatre pattes, ils partagent la moindre de leur activité sans créer plus d'émoi, semble-t-il, dans le reste de la population. On va avec lui au café, au restaurant, et personne ne nous dit rien. Tout le monde fait ça. Ça ne m'est jamais arrivé que quelqu'un me fasse une réflexion à ce propos. Oui, je pourrais comprendre, parce que parfois les gens mangent et ils ne veulent pas de chiens près d'eux. Ils viennent pour se détendre et ils ne se sentent pas à l'aise avec ça. Un civisme relatif, encouragé par une politique municipale à la fois bienveillante et stricte. Avec une soixantaine d'espaces autorisés, la ville s'applique à donner des réponses pragmatiques à la passion de ses habitants pour les chiens, tout en essayant de garantir à la ville une hygiène convenable. Et pour cela, elle n'hésite pas à passer par la répression. 700 shekels, soit 170 € d'amende, seront réclamés aux malveillants qui saliraient les trottoirs. Une peine suffisamment contraignante pour que les maîtres s'y plient docilement. Quand ils font leur affaire sur le trottoir, on doit la ramasser. D'abord, c'est la loi. Ensuite, vous savez, ça n'est pas très sympa pour l'entourage. Ça n'est pas très sociable de laisser ça sur le trottoir. Il faut nettoyer, sinon vous auriez des milliers de crottes sur le trottoir. Avec plus de 20 000 chiens dans la ville et un budget entre 600 et 800 € par an pour chaque animal, le marché des animaux domestiques est florissant, comme ici à Florentine où les magasins pullulent. Ils doivent acheter de la nourriture, ils doivent acheter des laits. Voilà, on s'excuse, ça s'est arrêté un petit peu avant la fin, on aura compris le message. Les chiens sont donc partout à Tel Aviv, mais pas seulement. Ils sont aussi dans les couples, et souvent pour le pire que pour le meilleur. Betsabé, dites-nous tout. Et oui, alors si vous n'êtes pas vous-même directement concerné, eh bien les forums, eux, grouillent de messages désespérés. Regardez, par exemple, c'est le chaos, peut-on lire, il ne brosse ni ne lave sa chienne qui perd énormément ses poils. C'est à moi enceinte jusqu'au cou de la laver, ça sent le chien jusque sur le palier. Il y a des poils partout, sa chienne fugue régulièrement. Ou encore, il pense qu'elle fait des bêtises pour l'embêter. J'ai l'impression qu'il la hait, pardonnez la faute de la dame. Il cherche la petite bête pour la punir, la laisse dehors, fait rentrer son chien à lui, il la tape, etc. etc. Et c'est insupportable, peut-on lire. Ou encore, à l'opposé, Barbara, mon mari ne vit que pour son chien, il le photographie sans cesse, il a plus de 5000 photos sur son PC, les a copiées sur un disque externe pour ne pas les perdre. Attention, il a fait des cadres, des porte-clés, des boules de Noël, des sacs à l'effigie de son chien. Vous voyez, Barbara, vous n'êtes pas si mal lotie. Et puis c'est l'occasion pour toute l'équipe de communiquer, nos petites amies de Laetitia, notre plus grand soutien, puisque Laetitia dort avec son chien. Et oui, le chien dans le lit, vous allez voir, c'est un facteur de dispute. Ah bah pas pour moi. Et d'ailleurs, voilà, le chien... les pros et les anti, parce qu'elle ne vit pas encore avec son petit ami, mais vous allez voir, ça ne serait tardé. Le chien facteur de dispute dans le couple, ce n'est pas une illusion, c'est même prouvé par les chiffres, par des études. Un chien occasionnerait en moyenne au cours de sa vie, plus de 2000 disputes entre ses maîtres. Regardez, c'est le Daily Mail qui rapporte l'étude.
Voilà, ma chienne, elle s'enfuit et je sais qu'elle le fait pour m'embêter. C'est évidemment la faute de mon mari et je suis devenue la paria de mon quartier. C'est une catastrophe. Je peux complètement témoigner dans cette chronique. Est-ce qu'il y a des disputes type canine? Alors vous avez les disputes canines type. Parmi les disputes les plus courantes, regardez, qui doit sortir le chien, voire monsieur passe trop de temps dehors avec sa chienne ou son chien. Faut-il donner au chien l'autorisation d'aller sur le lit, ou alors variante sur le canapé? Il ou elle est trop dur avec le chien. Barbara, je pense que vous vous sentez concernée. Ou encore, faut-il ou non donner à manger au chien à table? Alors personnellement, je trouve que la question ne devrait même pas se poser. Ou encore, faut-il ou non laisser le chien manger les jouets du bébé? Je crois que ça vous concerne. Ah mais tout à fait. Aussi, voilà. Alors des disputes pipi sur les jouets du bébé, c'est pire. Voilà, on est ravis de ces charmants détails de bonne heure. C'est sûr que les jouets resteront bien chez vous. En tout cas. Exactement. Voilà, il marque son territoire. Alors, des disputes d'autant plus envahissantes que parfois, eh bien, l'un des deux est accro en fait à son animal de compagnie. Alors les psys vous diront que de manière générale, les personnes qui portent énormément d'intérêt à leur chien et les font passer peut-être même en premier dans leur vie, avant leur femme, exactement, éprouvent un manque d'amour. Le chien, lui, est un gage de sûreté parce qu'il va ni vous plaquer ni vous abandonner. Restez fidèle, ouais. Le problème, c'est que justement cette dépendance au chien ennuie, irrite, voire insupporte l'autre qui y verra parfois même une menace. Et oui, la chienne, c'est un petit peu comme l'ex. Résultat, ça peut aller du conflit quasi permanent qui dégénère en dispute au moins 3 fois par semaine ou plus, à la mise en place de chambres séparées. Regardez ce qui vous attend, voire dans les cas les plus extrêmes, 26% des conjoints avouent avoir même pensé à divorcer à cause de leur animal. Ah, plutôt que de se débarrasser du chien, c'est peut-être une solution plus facile. Je ne sais pas ce que vous entendez par vous débarrasser. Moins radical. Quoique. Alors, des conseils pour éviter ces disputes canines. Alors, vous avez, on va la faire moderne, hein, vous avez la méthode 2.0, comme l'application guide de dressage des chiens et des chiots pour iPhone. Je vous enverrai le lien, Barbara. Ça coûte 4 €. Je pense que c'est un bon investissement. Sinon, vous avez aussi la méditation, par exemple. Là aussi, vous pouvez vous faire aider par un professionnel sur smartphone. Alors, plusieurs applications comme ça pour méditer, comme Petit Bambou. Alors sinon, vous pouvez tenter discrètement de subtiliser le chien, le remplacer l'air de rien par une peluche de la même race. Ou alors, sinon, vous faites la même chose avec le compagnon. On le remplace par une peluche. Exactement. Une belle poupée avec des muscles saillants, comme dit Laetitia. Qui fait des petits striptease. Voilà, merci beaucoup pour tous ces conseils. J'ai pris note. Merci beaucoup, les copines. Merci à vous d'avoir été avec nous. Tout de suite, un nouveau point complet sur l'actu. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Portez-vous bien.